Il est impossible d'entrer dans le vif du sujet sans se pencher d'abord sur la topographie de la ville de Thuin, où tout nous invite à la connaître mieux. Ici, tout est haut, tout est bas, on monte, on descend, on contourne, les ruelles en raccourci ne sont pas rares. Bâti sur plusieurs collines, on domine du sommet ou on flâne au bord de l'eau. Les nombreux contrastes font partie de la vie quotidienne des Tudiniens. Il convenait donc d'entrer en communion avec cette cité médiévale au passé historique riche en rebondissements. Suivons pas à pas Sandrine, guide professionnelle de la ville de Thuin, qui nous entraîne dans les entrailles de sa cité. Alors, vous aussi vous voulez en savoir plus, armez-vous de courage, enfilez vos chaussures de marche et rendez-vous au pied du beffroi de Thuin où Sandrine et un groupe de touristes nous attendent déjà. Voilà, approchez-vous bien, je pense qu'il y a encore quelques personnes qui doivent arriver. Alors en fait, on parle de Thuin depuis la préhistoire. On a retrouvé des traces d'habitat dans le bois du Grand Bon Dieu. Donc on peut attester la présence d'êtres humains ici à Thuin dès la préhistoire dans le bois du Grand Bon Dieu parce qu'on a retrouvé des pierres taillées de la main de l'homme. Alors le bois du Grand Bon Dieu est une colline qui se situe à l'extérieur de la ville. Alors en fait, vous avez déjà certainement remarqué que la ville de Thuin était assez vallonnée. C'est pas peu dire puisqu'elle est composée de 4 collines et 2 vallées. Alors les 4 collines sont la colline du bois du Grand Bon Dieu dont je viens de vous parler, les ponts rocheux où nous sommes ici, donc la vieille ville, la forteresse, la colline des Web juste devant nous et la colline de la Maladrie qui est de l'autre côté de la ville que nous verrons tout à l'heure lors de notre promenade. Et les 2 vallées sont la vallée de la Sambre ici au nord et la vallée de la Biémelle au sud. La ville haute et la ville basse. Donc, c'était 2 populations différentes. La ville haute était essentiellement militaire, administrative et religieuse. La ville basse était essentiellement ouvrière. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'avec la Sambre et la Biémelle, qui sont 2 rivières, il y avait forcément une force naturelle de l'eau. Donc de nombreux moulins se sont installés tout au long de cette Biémelle et on avait comme ça de nombreuses petites industries à la ville basse. Et c'est pour ça que la ville basse est essentiellement ouvrière. La ville haute, évidemment, militaire, religieuse, administrative, on peut dire noble. Les gens de la ville haute et les gens de la ville basse ne s'entendaient pas du tout. Les gens de la ville haute allaient terroriser les pauvres gens de la ville basse. Et d'ailleurs, c'était toujours la guerre, il faut bien le dire. Ils avaient des surnoms. Les gens de la ville haute, on les appelait des Catulas. Les gens de la ville basse, on les appelait les Macas. Alors pourquoi Catula? Pourquoi Maca? Eh bien Catula, sans entrer vraiment dans la description du mot Catula, parce que là il y a plusieurs hypothèses, on ne va pas commencer à polémiquer, mais si vous voulez, dans la région, il y avait une bande de voleurs qui sévissait dans les bois de la région. Alors cette bande de voleurs était redoutée par tout le monde, aussi bien par les militaires de la ville haute que par les pauvres gens de la ville basse. Et cette bande de voleurs se faisait appeler les Catulas. Donc c'était des voleurs, les Catulas. Alors pour les gens de la ville basse qui devaient travailler dur tous les jours pour se nourrir un tout petit peu, avoir un tout petit peu d'argent et survivre, voir que tous ceux de la ville haute là-bas, ils faisaient bombance, je ne vais pas dire tous les jours, mais enfin on aimait bien faire la fête, et qu'ils étaient riches surtout, sans faire grand-chose. Pour les gens de la ville basse, c'était un peu, regarde là-bas à la ville haute, ils ne font rien et ils sont pleins de sous. Alors c'est pas normal, ce sont des voleurs. Et au lieu de les appeler les voleurs, ils les ont appelés les Catulas, en référence à cette bande de voleurs. Et Maca, pourquoi? Eh bien un Maca, c'est un marteau de forge. Et donc forcément, c'était en référence à ce milieu ouvrier qui travaillait entre autres dans les forges. Et donc c'était Maca. C'était évidemment pas gentil du tout. C'était Maca, toi petit ouvrier, reste bien à ta ville basse. C'était vraiment pas gentil. Le beffroi fait 60 mètres de haut, plus ou moins. C'est plus ou moins la hauteur qu'il y a entre la ville basse et la ville haute. Donc le beffroi, c'était un bien communal, civil, avec des cloches qui rythmaient la vie économique et sociale de la population. Et aussi une tour de garde. Une tour de garde pourquoi? Pour qui? Eh bien pour surveiller s'il y avait des ennemis qui approchaient évidemment, mais pour autre chose également.
Un ennemi vraiment très redouté au Moyen-Âge, c'était les incendies. Pourquoi? Eh bien parce que tout était en bois et que si un incendie démarrait, il fallait très vite intervenir, sinon c'était toute la ville qui flambait. Donc on scrutait à l'horizon s'il n'y avait pas un début de fumée quelque part et alors on devait intervenir très vite. Le beffroi de Thoin a une particularité. On peut dire que c'est rare, voire unique. Tant qu'on n'a pas prouvé le contraire, forcément c'est unique. Mais le beffroi de Thoin avait à la fois un rôle communal et un rôle religieux. Alors ça c'est très rare. Pourquoi avait-il un rôle religieux? Eh bien parce que sur cette place, il y avait la collégiale Saint-Théodard et Sainte-Marie. Et les chanoines avaient demandé le droit d'utiliser entre guillemets les cloches du beffroi pour pouvoir sonner les offices religieux car eux n'avaient pas justement de clocher. Donc le beffroi était également le clocher de cette collégiale. Ce qui est évidemment très rare parce que de mélanger ces deux rôles qui sont complètement opposés, et voilà, donc c'est vraiment très rare. La collégiale a été rasée en 1810 par le maire de l'époque qui voulait faire des fastueuses réceptions, hein, c'était la mode à ce moment-là, qui n'avait pas assez de place pour accueillir ses invités, donc il a fait raser la collégiale. Le beffroi n'a pas été rasé, pourquoi? Parce qu'il avait toujours son rôle communal à tenir. On peut remarquer où se situait la collégiale sur le beffroi. Si vous regardez le flanc du beffroi qui donne sur la place, on voit qu'il y a une trace plus sombre des pierres au bas par rapport au dessus. Alors c'est une trace plus sombre, on peut voir également l'emplacement d'une porte et en fait on peut aussi remarquer parce que les pierres sont disposées de tout à fait de façon différente. On pourrait dire que les pierres dans le bas sont un peu mises n'importe comment et qu'au-dessus elles sont vraiment bien alignées. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'au départ cette face-là était cachée. Donc on n'avait pas besoin de bien aligner les pierres puisqu'on ne le voyait pas. Pareil sur la petite tour qui donne de l'autre côté du beffroi. Donc le beffroi, je ne sais pas si vous l'avez dit, date de 1639. Il y aurait eu auparavant une tour beaucoup plus ancienne. Des beffrois comme par exemple le beffroi de Tournai avaient un rôle essentiellement judiciaire. Il y avait des prisons dans le beffroi. Nous on avait un cachot, mais ce n'était pas le rôle principal de notre beffroi. Le mur de Thoin qu'on appelle également Chaussée Notre-Dame ou Vieille Rampe. Chaussée Notre-Dame, c'est son nom d'origine. Pourquoi? Eh bien parce que si vous regardez dans le prolongement là-bas tout au bout, on voit l'église de la ville basse, qui est donc Notre-Dame du Val ou d'Elvaux, donc c'est la chaussée Notre-Dame. La chaussée Notre-Dame a une histoire évidemment, c'était la seule voie carrossable pour accéder à la ville haute. Donc la rue qui tourne tout autour là-bas où on voit les voitures qui circulent n'existait pas. Donc on devait absolument entrer par cette voie-ci si on voulait accéder à la ville haute. Alors la ville haute était une ville fortifiée, complètement fermée, à l'aide de portes, de remparts et de postilles. Alors, donc il y avait une porte ici qui s'appelait la porte Notre-Dame, avec la tour qui est juste derrière vous, qui surveillait effectivement les allées et venues des gens qui entraient et qui sortaient par cette porte. Il y avait une porte de sortie également de l'autre côté de la ville qui s'appelait la porte Bourreau. Et pourquoi on l'appelait la porte Bourreau? Eh bien tout simplement parce qu'un petit peu plus loin dans les campagnes, il y avait le gibet où on pendait les gens. Donc forcément on appelait cette porte-là la porte Bourreau parce que c'était la sortie vers le gibet. Alors qui sortait par là? Eh bien c'était forcément... il n'y avait pas beaucoup de gens qui sortaient de ce côté-là puisque c'était des vastes campagnes, donc c'était soit pour des grands voyages ou alors forcément le bourreau ou la justice ou le futur pendu. Hein, donc c'est pour ça qu'on l'appelait. Alors on dit vaut mieux rentrer à Thoin que d'en sortir, ou alors il faut en sortir par la porte d'entrée, hein, parce que bon, la porte Bourreau. Donc Thoin a été pendant presque 1000 ans principauté de Liège, et il y a eu un prince évêque très important ici qui a fait construire son palais à Thoin. C'est donc Nodger, le premier prince évêque de Liège. Voilà. Et donc, il a fait construire un de ses palais ici à Thoin. Quand il est arrivé à Thoin, c'était déjà une ville fortifiée, mais il a décidé de la renforcer et de la refortifier, évidemment, puisqu'il avait l'intention de mettre son palais. Il fallait que la ville soit bien gardée. Et donc on doit l'aspect actuel de la ville en grande partie à Nodger, sachant évidemment qu'au fil des siècles la ville s'est transformée, mais disons la configuration est toujours fidèle. Voilà, donc vous êtes en pays liégeois, ici à Thoin. Alors les jardins suspendus à l'origine c'est quoi? Eh bien au départ c'était des talus de terre renforcés avec des pierres.
pour dire de maintenir un peu les murs, si vous voulez, les murs de la ville haute. Et puis ensuite, la bourgeoisie, qui n'avait pas de jardin, s'est décidée à aménager ces terres pour justement en faire des terrasses. Et c'est comme ça que sont nés les jardins suspendus. Alors l'origine exacte, c'est difficile, puisque du début jusqu'à la fin, on a remanié les jardins suspendus. Donc du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, les jardins suspendus ont subi de nombreuses modifications, rénovations ici, pour le moment d'ailleurs. Alors ces vignes en fait ont été plantées, ce sont des jardins de la ville. Et ces vignes ont été plantées par la distillerie de Biercé. La distillerie de Biercé qui en fait un vin. Et le vin s'appelle le Clos des Oives. Donc la distillerie de Biercé, vous connaissez certainement l'eau de Villers au citron. En général, c'est le produit phare que l'on connaît le mieux. Ils ont évidemment toutes sortes d'autres produits. Et ils ont maintenant un vin qui s'appelle donc le Clos des Oives. Le Clos des Oives, pourquoi? Eh bien, les Oives faisant référence à une société de la marche Saint-Roch, qui est une marche militaire folklorique comme on en connaît beaucoup dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, qui se déroule le 3e dimanche de mai. Et si vous voulez, tout le personnel, ou pratiquement tout le personnel de la distillerie Biercé, fait partie d'une société, donc des Oives. Et donc quand ils font les vendanges, c'est assez particulier à voir parce qu'ils font ça avec leurs chaussettes. On appelle ça une chaussette, hein, c'est sur leur tête. Et alors c'est un bonnet, hein, si vous voulez. Donc c'est assez sympathique comme ambiance. C'est un vin rouge et c'est un cépage allemand. On fait les vendanges dans les alentours du 3e week-end de septembre. Tout dépend du temps. Hein. Ça peut être le 4e, hein, ça peut être avant aussi. Voilà.